Au XVIIIe siècle, l'Europe est composée d'empires, de royaumes et d'une multitude de principautés. Parmi ces puissances, le Royaume-Uni et la France dominent. Le Royaume-Uni est la grande puissance de l'Europe. Londres devient la plus grande ville du continent. C'est une puissance commerciale. Sa flotte cherche à dominer les mers et les océans contre les Français. La France est une puissance culturelle. Le français est la langue internationale pratiquée dans les cours européennes. C'est le pays le plus peuplé d'Europe. La péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, qui dominait depuis la fin du XVe siècle grâce aux grandes découvertes, décline. C'est la fin du siècle d'or. En Europe centrale, le Saint-Empire meurt lentement. L'empereur appartient à la famille des Habsbourg, qui règne en réalité sur l'Autriche, mais aussi sur d'autres possessions, telles que les Pays-Bas, l'actuelle Belgique, la Hongrie et l'Italie. Les principales puissances du XVIIe siècle, les Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, mais aussi la Suède, la Pologne et l'Empire ottoman dominé par les Turcs, perdent de leur importance. Le centre de gravité de l'Europe est désormais sur la façade maritime de l'océan Atlantique. De nouvelles puissances continentales émergent, comme la Prusse ou la Russie, et vont devenir des acteurs essentiels en Europe. Quant à l'Italie, elle n'est qu'une expression géographique. Les petits États italiens, Venise, Gênes, Naples, souffrent de la présence des Habsbourg d'Autriche et du commerce entre l'Europe et l'Amérique, commerce qui met fin à la domination du commerce méditerranéen qui s'était développé au cours du Moyen Âge. Depuis le XVIe siècle, les puissances européennes ont fondé des colonies sur les autres continents. Au cours du XVIIIe siècle, la France et le Royaume-Uni s'affirment comme deux puissances maritimes et coloniales rivales, reléguant l'Espagne, le Portugal et même les Provinces-Unies. Les grandes puissances s'assurent le contrôle des voies maritimes qui mènent vers l'Amérique et les Indes orientales, c'est-à-dire l'Asie. Elles disposent de comptoirs, des ports d'escale, en Afrique, sur la route des Indes. Les Européens vont chercher des épices en Asie, mais aussi des tissus appelés les indiennes, ainsi que du thé et du café. Les voyages sont longs. Il faut presque 2 ans pour un aller-retour entre l'Europe et la Chine. Ces voyages sont donc très coûteux. Seules des compagnies peuvent financer ces trajets. La Compagnie des Indes orientales néerlandaise se fait distancer par l'East India Company, la compagnie anglaise qui domine progressivement le commerce avec l'Asie. Le commerce transatlantique entre l'Europe et l'Amérique est plus simple. La route est moins longue et on a moins besoin de points d'appui pour s'arrêter. Les grandes structures commerciales du type des compagnies des Indes orientales sont moins nécessaires. Un commerce triangulaire aux mains des Européens se développe entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Si les épices, le thé et le café viennent d'Asie, l'Amérique fournit à l'Europe le sucre et le cacao. Cette ouverture permet le rayonnement de puissances européennes sur le monde. Elle modifie le mode de vie des élites, c'est-à-dire des personnes les plus riches. On assiste par exemple à la naissance du petit déjeuner avec le café, le thé et le cacao. Boisson réservée aux élites au XVIIIe siècle, elle se démocratise progressivement au cours du siècle. Ce commerce mondial renforce également la position de la bourgeoisie commerçante dans la société.